La vente du carburant de contrebande a causé ce qu'on peut appeler une nouvelle bavure policière à Tchéviers il y a 2 jours. Un policier a tiré à balles réelles sur un homme, le blessant au bras. Ce genre de situation devient un peu récurrent, surtout depuis le lancement de l'opération Entonnoir. C'est le nom de cette opération qui est destinée à lutter contre le trafic du carburant de contrebande. Eh bien, ce qui nous amène aujourd'hui à nous demander quelle alternative à la vente du carburant de contrebande. Je poserai cette question ce jour à Pialo Dado Nora Amedjenou Noviekou. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la coordinatrice nationale de WANEP Togo. Je suppose qu'au niveau de WANEP, vous avez également suivi de très près cette situation, surtout avec l'événement de Tchéviers que j'évoquais. D'abord, quelle est votre réaction par rapport à ce qui s'est passé il y a 2 jours? Merci beaucoup, Samuel. La situation de Tchéviers ne peut laisser personne indifférente. Et naturellement, nous qui travaillons sur la question de la cohésion sociale, cette situation nous interpelle. Et la réaction que nous avons à notre niveau, puisque nous sommes en train de travailler sur le sujet, c'est tout simplement une réaction d'inquiétude. Inquiétude en ce sens que nous sommes dans une, situation où les actions sont en train d'être menées depuis quelques années déjà pour permettre une meilleure relation civilo-militaire. Mais voilà que il y a par moment des actions, des situations qui quelque part affaiblissent tout le travail de fond qui est en train de se faire, tout en sachant que il nous faut aussi du temps pour amener les Togolais à avoir, moins peur de l'homme en uniforme, et pour amener l'homme en uniforme à mieux collaborer avec le civil. Et donc, ces genres de situations, naturellement, doivent nous inquiéter pour dire, en fait, on a l'impression qu'on fait du travail inutile. Mais en même temps, l'autre réaction, c'est dire, peut-être c'est l'occasion de réfléchir à la question. Réfléchir à l'opération même Entonnoir. C'est vrai, on comprend la posture du ministère de la Sécurité, qui veut préserver des vies, mais en même temps aussi, il faut le dire, quand on parle de carburant frelaté, c'est pas seulement au Togo, un peu partout au niveau de l'Afrique, en Côte d'Ivoire, au Bénin à côté. C'est champion, c'est roi au Bénin, au Cameroun, vous en avez. Voilà. Il y a aussi tout un réseau derrière cette action de vente de carburant frelaté qu'on ne voit pas, qui agit sur l'économie, qui influence d'une manière ou d'une autre, mais en même temps qui influence sur la stabilité d'un pays. Et donc, on ne va pas peut-être trop développer ce côté-là, mais c'est juste dire qu'on comprend que l'autorité veut asseoir ou bien veut être dans une démarche préventive, mais en même temps, on voit un peu les dommages qui sont liés à cette opération, et on est en mesure de se poser les questions. En termes de bilan, est-ce que l'opération Entonnoir aujourd'hui, dans le format dans laquelle elle se déroule, est-ce qu'il n'y a pas besoin de revoir? Est-ce qu'il n'y a pas besoin de restructurer ou bien de changer même d'option? Puisque quand même, ça fait pratiquement, 9 ans que cette opération est lancée. Donc, deux réactions à notre niveau. Inquiétude sur l'avenir de la relation civilo-militaire, mais en même temps questionnement sur la possibilité peut-être de revoir cette stratégie-là, ou peut-être même de mieux l'encadrer. On va revenir sur l'aspect même de l'encadrement de ce commerce, mais quand vous évoquez cette inquiétude sur les relations civilo-militaires avec ce qu'on voit, justement ce qui s'est passé au niveau de Tchéviers, ça interroge quand on a des agents qui sont dans une opération Entonnoir, c'est de leur droit, mais c'est surtout la question de l'usage de la force létale, de l'arme, ça donne la mort. Bien sûr, on se réjouit que l'homme sur qui on a tiré n'est pas mort. Est-ce que ce côté-là, vous avez mené des réflexions là-dessus pour comprendre pourquoi aujourd'hui, parce que ce n'est pas seulement dans le cadre de cette opération, mais on a vu ces dernières semaines des policiers, des militaires tirer sur des civils?
Effectivement, nous sommes actuellement dans un processus de réflexion et d'analyse, surtout parce que quand il y a un problème, aussi, il ne faut pas se lever et puis commencer à parler, il faut aller comprendre. Et donc, même déjà hier, nous étions en section à notre niveau pour mieux comprendre qu'est-ce qui ne va pas. Et l'une des actions que nous avons prévues, c'est de nous approcher de l'autorité compétente pour mieux comprendre c'est quoi le problème qui fait que il y a certaines forces de défense et de l'ordre qui ont le réflexe systématique d'aller vers l'arme. Est-ce qu'il n'y a pas, est-ce que c'est un problème de manque, je dirais, de formation? Est-ce qu'il y a un problème psychologique? Il faut se poser beaucoup de questions aussi, pour aller mieux cerner la vraie cause. Est-ce que c'est le trop plein de stress? C'est plein de choses qu'on peut... Donc, nous, dans les jours à venir, nous comptons nous rapprocher du ministère de la Sécurité pour mieux comprendre, en tout cas discuter sur le sujet et voir comment dans les années à venir, déjà dans les mois à venir, que cette situation soit réduite, voire quasiment absente, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas à faire usage systématique de l'arme pour des situations qu'on pouvait canaliser. Parce que la dernière fois, ou bien même l'opération Entonnoir, oui, l'idée, c'est de saisir ces carburants frelatés parce que c'est pas autorisé la vente, en tout cas au Togo. Mais en même temps, il y a une manière d'interpeller. Il y a une manière d'interpeller. Bon, maintenant, on ne sait pas généralement, des fois, on ne sait pas comment ça se passe, la communication entre la personne qu'on interpelle et le force de défense qui est sur le terrain. C'est souvent quand il y a des dégâts qu'on voit, on n'est pas à l'instant T là-bas pour apprécier. Mais il est important, dans tous les cas, que c'est le FDS qui a raison ou c'est le civil qui a raison. En tout cas, on voit qu'il y a des dégâts. Il est donc important qu'on puisse s'asseoir et réfléchir à fond. Pas dans une posture de critique, mais dans une logique de critique constructive pour, en tout cas, trouver la meilleure option qui renforcerait la relation civilo-militaire. Parce qu'en réalité, c'est ça qui est en jeu aujourd'hui. Est-ce que cette manière, quand on en revient justement au niveau du carburant de contrebande, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas l'expression carburant frelaté parce que ceux qui l'utilisent ne trouvent pas que c'est vraiment frelaté, puisque ça fait leur affaire. En tout cas, on parle plus de carburant de contrebande. Cette manière de lutter contre, où on voit par exemple, c'est des chasses à l'homme, on poursuit la personne jusque dans son dernier retranchement, sans parfois faire, sans regarder un peu tout ce qu'il y a à côté. Parfois, il y a beaucoup d'accidents qui surviennent dans ces chasses à l'homme. Pour vous, c'est de cette manière qu'il faut mener la lutte? Je pense que je viens de le dire tout à l'heure. Il y a un problème dans la manière de conduire l'opération même. Et peut-être, est-ce que c'est la consigne qui a été donnée au FDS ou c'est comme ça que ceux qui sont détachés pour faire cette opération-là, c'est de leur, je dirais, leur plein désir qui l'opèrent comme ça? C'est plein de questions qu'on peut avoir. Depuis que la pandémie de la Covid-19 a commencé, on a vu aussi des situations qui n'étaient pas en faveur des FDS. Mais rapidement, ça a été corrigé et ça a été fait d'une autre manière. Ça veut dire que, en fait, il y a cette capacité-là de faire, je dirais, les choses autrement, de faire des choses à préserver la vie humaine. Et donc, ça dépendra peut-être, à mon avis, de la consigne qui est donnée et aussi de, je dirais, du système de supervision qui est derrière. Parce que vous pouvez donner des consignes, mais quand il n'y a pas un mécanisme de contrôle et qui fait peur dans la mesure où, c'est-à-dire un mécanisme qui, je dirais, dans lequel, c'est-à-dire la personne qui aura un frein ou aurait mal agi sera punie. S'il n'y a pas tout ça qui est mis à côté, je pense que les gens peuvent faire selon leur plein désir. Donc, il s'agit aujourd'hui de re-questionner tout le dispositif mis en place. L'interpellation, comment ça doit se faire? À mon avis, forcément, ça doit se faire dans la courtoisie. C'est vrai aussi que parfois, dans les interpellations, ça ne se passe pas bien parce que peut-être la personne interpellée ne réagit pas bien. Il ne faut pas aussi laisser tout sur les FDS. Il y a aussi ces cas. Mais
comment sensibiliser et les FDS parce que c'est pas tous les FDS qui agissent comme ça. Il faut aussi préciser. Donc, comment sensibiliser davantage ou amener certains FDS qui n'opèrent pas comme cela se doit, et en même temps, comment sensibiliser le civil à ne pas avoir peur de l'homme en treillis ou en uniforme, parce qu'en fait, quand tu interpelles, tu as le droit, tu as quand même un minimum de droit qui est encore là pour toi, et si on t'interpelle, ça ne veut pas dire forcément que il y aura, une arrestation qui suit ou bien une détention. Ça dépend de le dialogue qu'il y a, la communication, l'explication, les arguments que tu avances. C'est vrai qu'il y a des fois, tu peux donner des arguments, mais bon. Donc, il y a pas mal de choses à revoir et qui nécessitent en tout cas une action, je dirais, bilan autour de cette opération-là. Ça a permis peut-être d'éviter certains incidents, incendies, à des endroits. Ça a permis de désengorger des voies, parce qu'avant, on voyait un peu partout, en pleine ville. Maintenant, il y a l'autre réalité où, dans des milieux reculés, il n'y a pas de station d'essence. Et ces personnes qui vendent ces carburants, quelque part, ont raison, parce qu'au derrière, c'est aussi la question économique. Ces personnes qui vendent des carburants frelatés, quand vous allez, ils vous diront que, mais en fait, si on trouve les moyens, ou si on trouve d'autres sources de revenus, nous pouvons laisser. Parce qu'il faut préciser qu'en réalité, le carburant frelaté dont on parle aujourd'hui, c'est toxique à la santé. Ceux qui le vendent directement là, c'est toxique à la santé. Mais en même temps, il y a une réalité économique qui est là, qui fait que malgré l'interdiction, malgré le risque d'être arrêté, de se voir saisir ces marchandises, les gens y vont. Ça pose la question aujourd'hui de qu'est-ce qu'on offre à ces personnes qui s'engagent dans la vente du carburant frelaté en termes de reconversion, en termes de métiers de reconversion. Nous, en 2018, nous avons eu à faire une petite enquête auprès de 100 vendeurs de carburant frelaté à Lomé et à Dapaon. Mais vous n'avez pas imaginé, des gens s'en sortent avec des centaines de mille par mois. Vous leur dites de laisser ça, d'accord, mais vous leur donnez quoi? Donc ça pose aujourd'hui une question fondamentale. C'est vrai, c'est pas une situation qui arrange la stabilité socio-économique du pays, mais en même temps, ça arrange la personne qui le vend parce que ça lui permet d'avoir un revenu. Donc, qu'est-ce qu'on offre pour ces personnes-là, pour peut-être réduire encore davantage cette vente-là, qui, quelque part, c'est pas... Ça a déjà des conséquences. Mais maintenant, les autres où il n'y a carrément pas de station, quelles sont les dispositions prises par l'État pour qu'il y ait des pompes, ne serait-ce que des mini-pompes? Donc, je sais qu'il y a des projets en vue, parce que le ministre Yac l'a dit, je crois, l'année passée, mais je pense qu'il va falloir aussi accélérer ces projets-là pour justement réduire au maximum ces risques de confrontation entre les FDS et les civils qui n'arrangent pas la cohésion sociale dans notre pays. C'est quand même, j'allais dire un peu, c'est un gros dilemme parce que là, vous avez un commerce qui est illégal, mais qui profite à des gens, et vous avez en même temps les autorités qui sont obligées de faire le ménage au regard d'abord de la dangerosité du commerce, parce qu'on a eu beaucoup d'accidents où il y a eu des incendies, où il y a eu mort d'hommes liés à ce commerce. Il y a ces pertes que cela génère au niveau de l'économie, parce qu'il y a les tenants des stations officielles qui doivent faire du chiffre d'affaires. Alors, quand vous parlez tout à l'heure de votre enquête, où vous avez fait cette enquête auprès de 100 vendeurs de carburant, comment on arrive à reconvertir quelqu'un qui peut se taper des centaines de mille, vous avez dit par mois, mais parfois c'est par semaine ou parfois c'est par jour pour les gros tenants de ce commerce? On les reconvertit en quoi, justement? C'est là toute la difficulté. Quand moi je me fais 100 000 francs facilement par jour, je ne vois pas ce que vous me proposez pour que je laisse ça. Effectivement, et je crois que tu as touché le fond, ou bien la question centrale. C'est qu'est-ce qu'on propose aux gens? Et aujourd'hui, je n'ai pas la réponse. Tu n'as pas la réponse. Je ne pense même pas que le ministre a la réponse. Il faut une assise avec ces personnes concernées, parce que aussi quand on veut proposer, on veut peut-être proposer un autre métier de reconversion à ces personnes-là. Mais en fait, il faut les écouter. Ils ont besoin de quoi? Pourquoi ils continuent de le faire? En tout cas, ils vont parler. Il faut leur donner la parole pour qu'ils s'expriment. Mais encore qu'il faut les rassurer que c'est dans la posture de vous aider.
il va falloir les rassurer. Donc, pour créer ce cadre d'échange-là. Et de là, c'est sûr que les personnes qui vendent ces carburants frelatés, forcément, soit ont un parcours en termes d'études, ou ont déjà appris quelque chose, et que, en tant qu'humain, forcément, ont une vision, j'imagine bien, parce que dans la vie, chacun voudrait bien vouloir faire quelque chose. Je ne vois pas cette personne-là qui va vouloir chaque matin aller vers un métier qui est risqué, où il sait qu'en fait, il sera traqué, il sera poursuivi, donc il va commencer. Mais c'est-à-dire, il n'est pas libre de vendre même quand vous les voyez, ils sont là, ils tournent de gauche à droite. Est-ce qu'ils arrivent? C'est pas un travail assez intéressant, à mon avis. À part le fait que, oui, vous avez de la ressource dans l'immédiat parce que vous vendez 2-3 bouteilles. C'est justement ça qui est excitant parce que quand vous y gagnez beaucoup, mais le stress qui est derrière, quand nous avons fait notre enquête, il y a certains qui ont dit, si nous on trouve aujourd'hui un métier de reconversion, que je sais pas, qui nous permettent de vraiment nous insérer professionnellement, nous pouvons laisser. Mais d'autres ont dit, si je ne trouve pas un métier qui me permet d'avoir plus que, par exemple, 350 000 par mois, je ne laisserai pas. Alors, vous voyez, 350 000 francs par mois, d'abord, c'est peut-être quel est le diplôme qu'il faut en temps normal dans notre pays pour peut-être être en poste pour avoir 350 000 francs par mois. Et donc, c'est une question assez, je dirais, complexe. Pas compliquée, hein, mais complexe. Et donc, forcément, une assise sur la question est nécessaire. Cette assise, si tu te permets, à mon avis, ne doit pas seulement impliquer le ministère de la Sécurité et ces vendeurs de carburants frelatés, mais aussi, je crois, le ministère du Développement à la base, parce que quand nous avons fait notre travail, beaucoup sont des jeunes. Et oui, le ministère du Développement à la base, qui est chargé aussi de la jeunesse, doit pouvoir être intéressé. Le ministère de l'Économie et des Finances, pratiquement plusieurs ministères doivent être impliqués dans cette analyse-là pour dire, voilà, on a lancé une opération depuis pratiquement bientôt 10 ans. On a vu un certain nombre de résultats. Mais en même temps, nous sommes dans une logique de renforcer la cohésion sociale. Et la dimension civilo-militaire n'a pas été oubliée. Alors, comment nous faisons pour encore améliorer ce que nous faisons déjà en nous posant les bonnes questions? Donc, forcément, une action en ce sens est nécessaire, voire, je dirais, obligatoire, si on veut, d'ici 5 ans, arriver à une meilleure confiance entre les FDS et les civils. Nous sommes obligés de le dire comme ça parce que ce qui s'est passé à Tchévier la dernière fois, on ne va pas attendre que ça se répète avant. Je crois que des fois, quand les choses se passent, il faut se lever en même temps et faire, en tout cas, corriger ce qu'il y a à corriger. C'est ce que les acteurs de développement appellent les mesures correctives pour éviter que ça ne se produise prochainement. En même temps, moi, je m'interroge s'il y a une réelle volonté d'en finir avec ce commerce parce que il vous souvient que les frontières aujourd'hui avec le pays avec lequel ce commerce est généralement fait, le Nigeria où on cherche le carburant, ces frontières sont fermées depuis plusieurs mois, mais on continue de voir les vendeurs de ce carburant au bord des routes. Et quand j'ai essayé d'observer, finalement, vous en avez qui prennent leur bidon, qui vont dans les stations d'essence régulières, prendre le carburant, ils ont des bidons de 25 litres qu'ils peuvent prendre 5, 6 ou 7, et viennent les proposer au bord de route. Là, ça pose une question. On n'est plus ici avec du carburant frelaté, c'est du bon carburant, si on peut supposer, mais le commerce reste le même. Et donc, on se demande si on veut vraiment agir sur ce commerce-là. Alors, la question, bien l'élément que vous venez de soulever, à notre niveau, on n'a pas cette information, mais si tu en parles, j'imagine que c'est bien... moi, je vis dans une zone où ce commerce est roi, donc je vois ça tout le temps. Donc, je pense que là, tu nous apportes une information qui nécessiterait d'aller en profondeur, voir qu'est-ce qui n'a pas marché. J'imagine que la personne qui a sa station d'essence donne des consignes et il y a des gérants. Alors, est-ce que c'est les gérants qui sont en deal avec ces personnes qui vendent? Bon, ils achètent au vu au-dessus de tout le monde. Hein, voilà, c'est-à-dire normalement, c'est-à-dire ils achètent normalement. Ok, d'accord. Je pense que c'est un élément. Tout le monde sait que c'est destiné à, parce que je ne vois pas quel véhicule vous venez prendre de l'essence 300, 400 litres
vous mettre dans quel véhicule. Tout le monde sait que c'est destiné à être vendu au bord de route, mais on les vend. Ce qui est sûr, ça ramène toujours à la question de départ, la question économique et de survie de ceux qui font ce commerce-là. J'imagine que si tu vas vers la station d'essence pour prendre de l'essence pour revendre, c'est sûr, tu ne vas pas le vendre au même prix. Non. Du coup, tu auras tes bénéfices. Et donc, là, actuellement, on a le litre à 425. Quand vous allez au bord des routes, vous les trouvez à 450, voilà. Parfois 500. OK. Donc, il y a au moins 50 à 100 francs de bénéfices par litre. Forcément, les gens ne continueront pas à le faire s'ils n'ont pas une autre source de revenus. Et ça, c'est la simple logique que je dégage pour le moment. Et forcément, encore une fois, la question est là. Qu'est-ce que nous offrons? Qu'est-ce que l'État offre à ces personnes qui s'adonnent à ce métier risquant? Parce que c'est risquant. Vous amenez des bouteilles de carburant dans votre maison, c'est assez risquant. Voilà. Donc, si les gens continuent, c'est clair qu'ils ont une raison. Et là, la première raison qu'on voit de go, c'est la raison économique. Quand on prend l'exemple du Bénin, où ce carburant est vraiment très répandu, à un moment donné, l'autorité également s'était lancée dans une logique de chasse à l'homme, mais a compris que finalement, je ne pouvais pas parce qu'il y en a tellement qui s'adonnent à ce commerce. Je me rappelle encore ces propos de Patrice Talon qui dit ça nourrit des centaines de milliers de personnes. La solution, finalement, ça a été de les faire quitter les grandes voies. On les trouve un peu plus dans les coins, plus au bord des grandes routes. Donc, on n'a pas arrêté le commerce parce qu'on a compris qu'on ne peut pas le faire. Finalement, est-ce que nous, notre logique au Togo de chasse pour en finir, est-ce que ça va finir ce commerce? Pas forcément. Ce qui est sûr, si les gens continuent pas à vendre du carburant frelaté, en tout cas jusqu'à maintenant, malgré l'opération entonnoir, ça veut dire qu'on fait quelque part, je dirais que peut-être l'opération entonnoir a eu des limites. Ça veut dire que si ça marchait à 100%, il y aurait plus de vente en fait dans la grande ville comme on le voit actuellement. Alors, tu as fait une comparaison avec le Bénin. Oui. Et on voit aujourd'hui que la logique, elle est bonne. C'est-à-dire, on n'interdit pas totalement, mais on encadre. Je pense qu'il y a aussi besoin d'encadrer. Maintenant, si le Togo ou les autorités togolaises pensent qu'il n'y a même pas besoin de vendre du carburant frelaté et nous offrons autre chose à ces vendeurs-là, c'est les autorités togolaises qui voient qu'est-ce qui les arrange, qu'est-ce qu'ils sont capables de faire. Mais dans tous les cas, il y a besoin d'encadrer dans un premier temps et peut-être de conduire progressivement les gens vers d'autres métiers parce qu'aussi reconvertir quelqu'un, j'imagine bien que ça va prendre du temps. Si par exemple, on essaie de dire, voyons voir si on peut offrir des formations peut-être, je sais pas, en boulangerie et autre chose, c'est pas une journée. Donc, il faut forcément un budget qui permette à ces personnes-là de suivre à un moment donné, en tout cas durant leur formation, et ensuite maintenant de devenir indépendants économiquement. Et donc, il faut tout un budget pour cette action, il faut toute une planification et il faut toute une préparation de ces personnes vers la reconversion. Donc, encore une fois, il y a besoin de faire une analyse de fond sur le sujet. Je crois que c'est aussi l'occasion, l'occasion de solliciter les partenaires techniques et financiers. Parce qu'aujourd'hui, nous parlons, la question aussi est de développement. C'est une question de développement. Et si nous voulons réellement voir, je dirais, là je parle aux partenaires techniques et financiers qui apportent en plus, ils peuvent aussi voir comment appuyer dans je dirais, faire un investissement dans ce secteur-là. Mais en même temps, aux acteurs, je dirais, nationaux, aussi de voir comment travailler sur le sujet. Il ne s'agira pas aujourd'hui, je crois, de juste dire tel a raison, tel a tort. Parce que la question n'est plus là. On a la situation qu'on voit. Alors, il y a une situation qui n'arrange pas les deux côtés, qui a besoin d'être revue. Et qu'on ne voit pas non plus comme si c'est un échec de l'opération entonnoir. L'opération entonnoir, à mon avis, oui, a eu, je dirais, des retombées. Mais en même temps, on a vu qu'il y a des insuffisances. Et ceux qui vendent, ils ont des bonnes raisons, mais en même temps, on voit qu'en fait, le métier que vous faites est assez risquant. Donc, il faut s'asseoir, réfléchir, trouver des solutions durables. Je crois que c'est ça, des solutions durables. Et je ne pense pas qu'au Togo, qu'il n'y ait pas des gens qui soient capables de proposer des choses. Donc, seulement peut-être initier l'action. Et je pense que les solutions viendront.
En tout cas, jusqu'à ce que cette assise que vous préconisez soit faite, il faut peut-être en appeler à, je ne sais pas s'il faut parler de retenue au niveau des forces de défense et de sécurité dans l'exercice justement de leurs fonctions. C'est clair que les différentes situations auxquelles nous avons assisté, que ce soit lié au carburant frelaté ou à autres situations, qui fait que le FDS en situation a le réflexe, moi je dis réflexe, d'aller directement vers l'âme. C'est clair qu'il y a besoin de recadrer cela. Et ça, c'est du ressort du ministère de la Sécurité qui doit pouvoir donner, ou bien, je dirais, donner les meilleures directives, parce que ça n'arrange pas la cohabitation FDS civile. Et maintenant, à l'individu même qui est le FDS, à la personne qui est le FDS dans son travail quotidien, je crois qu'il doit aussi faire un effort. Parce qu'on ne peut pas non plus aussi imputer tout à l'autorité. C'est aussi les agents. Si tout le monde ne le fait pas, ça veut dire qu'on peut faire un effort de ne pas à chaque fois avoir le réflexe d'aller à l'âme. Du coup, les personnes en question doivent aussi, en tout cas chacun, doit travailler sur lui pour au maximum réduire ce réflexe-là d'aller vers l'âme. Maintenant, c'est ça que j'ai dit en amont, ça peut être une question psychologique. Ça peut être une question psychologique. Ça veut dire ce qu'on envoie sur le terrain. Est-ce qu'il y a tout un accompagnement qui fait que même s'il y a du stress, ils arrivent à s'en sortir. Et donc, je pense qu'il ne faut pas juste prendre la question dans la posture de réflexe seulement, mais aussi voir est-ce qu'il n'y a pas un problème psychologique derrière. Est-ce qu'il n'y a pas trop, on ne demande pas trop à ces personnes peut-être qui fait que ils sont débordés peut-être émotionnellement et autres. Est-ce qu'ils ont tout ce qu'il faut pour faire leur travail? Donc, c'est aussi des questions qu'on doit poser pour mieux les comprendre. Pourquoi à chaque fois, ils ont ce réflexe-là? Et donc, c'est aujourd'hui, vous voyez, je pense que c'est une situation qui interpelle plusieurs domaines scientifiques. La psychologie, la sociologie, l'économie, l'anthropologie, l'histoire, plein de choses. Donc, c'est vraiment une analyse holistique qu'il faille faire pour arriver à trouver les bonnes réponses. Merci Pialo Dadonora Medjedou Noviekou. Merci d'être passé répondre à nos questions. Merci pour l'invitation. Vous êtes la coordinatrice nationale de WANEP Togo. Voilà qui nous mène à une pause. On regarde ensemble le journal. On se retrouve dans une dizaine de minutes pour Regard croisé.